Bon après-midi à tous, je suis Nicolas Delenard, chef d'équipe des ventes internes pour Novipro. C'est avec un grand plaisir que je vais être l'animateur cet après-midi dans la présentation de Guillaume Chabot de Fortinet sur le thème du ZTNA, qui est le Zero Trust Network Access. Le thème Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'introduction. Évidemment, chez Fortinet, ça nous fait plaisir de collaborer avec Novipro. C'est toujours un bel événement. Aujourd'hui en virtuel, un jour peut-être en personne encore. Donc, merci de votre présence et de votre confiance envers Fortinet et Novipro. On commence aujourd'hui la session à laquelle je dois participer ou vous présenter. On parle du cercle de confiance. Donc, la nouvelle, si on veut, grande vision ou idéologie sur le Zero Trust Network Access, ZTA ou ZTNA, qui est un beau buzzword qu'on entend un peu parler un peu partout. Donc, je voulais démystifier certains éléments là, autour du concept de Zero Trust. Donc, sans plus tarder, allons-y. Donc, évidemment, c'est un agenda assez léger, mais plein de beaux sujets et plein d'informations. Donc, on parle du concept de zéro confiance en général et aussi comment ce concept-là peut nous aider à adresser là, les menaces de rançongiciel ou de ransomware, comme on les connaît mieux. Les tendances qu'on peut remarquer aujourd'hui autour des entreprises, il y a plusieurs choses qui ont été relevées par Gartner principalement. C'est des statistiques ou de l'information, des chiffres qui sont un peu plus vieux aujourd'hui, qui datent de 2019. Donc souvent, c'est encore pire ou encore plus gros. Mais on remarque que de passer de l'authentification simple, d'avoir un username et un mot de passe, vers du multifactor authentication, donc avoir soit un token ou une autre application pour essayer d'identifier ou de confirmer la personne ou l'individu qui tente de se connecter. Aujourd'hui, ou en 2019, on était autour de plus ou moins 10% des entreprises qui utilisaient une deuxième méthode de validation d'authentification et Gartner s'attend à ce que ce soit plus de 70% des applications qui vont nécessiter ce type d'authentification-là par l'année 2024 qui s'en vient très vite. Une autre grande tendance qui a été dénotée, on parle avant la pandémie, puis évidemment, tout ça nous a propulsé vers une adoption beaucoup plus rapide qu'anticipé avant, mais on parle des employés. Il y avait plus ou moins 4% des gens là, qui se retrouvaient à travailler de la maison ou ailleurs que dans le bureau, dans un bureau d'une entreprise, et que même d'ici la fin de cette année 2021, il y aura plus de 30% des employés qui travaillent hors du bureau, soit principalement de leur domicile personnel. Une autre grande ligne qui a fait évoluer ou qui change un peu là, le paysage de cybersécurité dans les entreprises, c'est deux éléments, là, ceux en bas à gauche, c'est-à-dire que là, le Bring Your Own Device, donc historiquement, les employés utilisaient les laptops ou les outils qui étaient fournis par l'entreprise. L'entreprise en était le propriétaire et avait le plein contrôle là, des différents éléments qui se retrouvaient sur ces produits-là. Aujourd'hui, de plus en plus, on retrouve que les employés utilisent soit leur laptop personnel, tablette ou cellulaire, donc leurs propres outils, leurs propres appareils pour accéder aux applications de l'entreprise. L'autre grosse tendance, évidemment, c'est l'IoT, qu'on peut traduire par l'Internet of Things, c'est-à-dire tout plein d'éléments sans trop d'intelligence qui se retrouvent à avoir besoin d'une connexion Internet et donc de tout d'un coup faire partie de l'écosystème d'un réseau, soit les imprimantes, les caméras, les machines automatisées, les machines à café, les réfrigérateurs, les thermostats, tous ces éléments-là. Et Gartner estime que d'ici 2025, il y aura environ 12 milliards d'IoT, d'appareils IoT qui vont être déployés ou installés là, dans les différents environnements. Et l'autre grande tendance, certaines entreprises peut-être plus petites ou plus jeunes peuvent espérer, rêver ou accomplir une migration complète vers le cloud. C'est-à-dire que toutes les applications sont soit en SaaS ou hébergées par une autre compagnie dans un cloud. Mais la réalité des entreprises, surtout des entreprises, disons, ME et GE,
et qu'il y a toujours certains morceaux qui vont devoir, pour certaines raisons, rester en type on-prem, c'est-à-dire soit dans un data center qui est utilisé par l'entreprise, soit dans leurs locaux, dans leurs sièges sociaux, dans les choses comme ça. Et par contre, malgré certaines applications legacy-là qui forcent de garder, si on veut, une connectivité vers un bureau ou un data center physique, il y a définitivement des morceaux à peu près partout dans toutes les entreprises qui ont migré vers le cloud le plus simple, le plus populaire, celui que tout le monde a bougé en premier, je pense, c'est les courriels. Donc, Office 365 est un bon exemple d'un élément ou un outil dans une entreprise qui, lui, a bougé, mais qui reste potentiellement un ERP ou un logiciel comptable ou peu importe quel élément va rester là, dans l'infrastructure physique. Donc, on parle d'une transition vers un cloud hybride, c'est-à-dire un peu on-prem, un peu dans le cloud, dépendamment des entreprises. Les pourcentages vont varier. Il y a des principes, là, le Zero Trust, comme je disais, c'est un beau buzzword. On entend parler de ça un peu partout, par tous les manufacturiers. Il y a certains principes fondamentaux là, qui servent à définir le Zero Trust. Puis un des premiers piliers, c'est vraiment la vérification de l'identité. C'est-à-dire qu'on doit authentifier et vérifier. Et le mot-clé ici, c'est sur une base continuelle. C'est-à-dire qu'on ne doit pas authentifier le matin un employé et qu'il ait tous les droits jusqu'à la fin de la journée ou jusqu'à la fin de son séjour dans l'entreprise s'il est un visiteur ou quoi que ce soit. Donc, c'est une vérification d'authentification qui se fait sur une base continuelle et qui se remet à jour continuellement pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de changement ou de modification par rapport à l'identité de l'utilisateur en question. L'autre, c'est de donner un accès minimal. Donc, on part avec une segmentation de réseau qui est un petit peu plus intense, un peu plus grande. C'est-à-dire qu'on crée des petites pochettes ou des petites zones qu'on est capable de contrôler et dans lesquelles les différentes applications vont se retrouver ou l'information ou les différentes ressources qu'on doit retrouver dans un réseau. Et étant segmenté et dans des petites pochettes, après ça, c'est de donner le minimum de privilèges ou d'accès dans ces zones-là ou dans ces pochettes-là, bien définies, basées sur l'usager et son rôle. Donc, on n'ouvre pas le réseau complet parce qu'un employé est rentré au bureau ou qu'il a établi un VPN vers le bureau. On donne accès à tout l'inventaire ou le répertoire. On ne donne accès qu'aux éléments critiques ou essentiels à son travail. Et un peu le concept américain, c'est-à-dire qu'on est considéré coupable jusqu'à la preuve de notre innocence, c'est-à-dire qu'on doit, selon les concepts de Zero Trust, assumer qu'il y a un problème, une menace ou un virus ou une brèche dans notre système. Donc, chacune des actions, chacune des activités, chacune des éléments ou mouvements à l'intérieur d'un réseau doit être considéré comme une menace potentielle et doit prouver son innocence ou sa légitimité pour avoir accès à quelque chose. Donc, on part un peu sur le concept inverse qui était, une fois qu'on a identifié quelqu'un, tout est beau, ben, on doit aujourd'hui considérer que probablement qu'il y a un problème, à nous de le trouver, puis si on ne le trouve pas, là, il y aura un accès. Et on entend parler aussi beaucoup de Zero Trust Access ou de Zero Trust Network Access, donc ZTA puis ZTNA. Donc, c'est quoi la différence entre les deux concepts? Quelques mots là, un peu pour faire la distinction entre les deux. Là, quand on parle de Zero Trust Access, donc on parle de contrôler et connaître tout le monde et tout dans un réseau. On parle d'un concept un petit peu plus large, plus générique, qui est plus abstrait, qui a trait beaucoup à la cybersécurité, mais de façon globale, aux différents éléments à l'intérieur d'un bureau. Justement, les concepts de zéro confiance ont souvent plusieurs produits ou mécanismes de vérification et de contrôle. On parle de NAC, donc de Network Access Control, qui fait un peu une gestion d'inventaire des différents éléments qui composent un réseau, qui se retrouvent à l'intérieur d'un réseau. On parle évidemment d'authentification plus poussée, c'est-à-dire souvent par les multifacteurs
qui vont valider l'authentification ou l'identité de quelqu'un. Et on parle aussi d'antivirus et de protection de poste. Donc, les appareils utilisés par des employés, là, un laptop, tablette ou peu importe, mais qu'il y ait des antivirus et des protections aussi plus avancées qui soient installées sur les éléments qui en groupent. Donc, dans le Zero Trust Access, il y a comme 4 grandes catégories qui sont divisées et utilisées pour établir là, ce cercle de zéro confiance. On parle du premier pilier qui est l'identité des usagers et l'accès et le contrôle d'accès qu'on doit leur donner. On parle aussi d'avoir un bon inventaire et une bonne, ce qu'on dit en anglais, une discovery, mais c'est d'être au courant de tous les éléments qui pourraient être connectés dans un réseau et souvent même l'inventaire des différents éléments connectés. Ça peut sembler quelque chose de base, savoir qu'est-ce qui est connecté dans un réseau, mais évidemment, en faisant des audits chez plusieurs clients, on constate que avec le roulement d'employés, avec les différents appareils, on peut retrouver un vieux serveur quelque part, une imprimante qu'on n'était pas au courant, qui était connectée. Donc, on n'est pas toujours au courant aussi de tout ce qu'il y a dans un réseau. Donc, c'est un principe très important ici. Évidemment, les employés sont de plus en plus soit en télétravail ou ce qu'on pourrait considérer plus largement de off-network, c'est-à-dire qu'ils sont soit à l'hôtel, au Starbucks, au bureau d'un employé, au bureau d'un partenaire, au bureau d'un fournisseur, peu importe, ailleurs que dans un bureau physique où est-ce que l'entreprise a pignon sur rue. Évidemment, le fait d'avoir des employés qui sont à distance, mais on parle de l'accès granulaire aux différentes applications qui doivent être utilisées par un employé. Puis, on a aussi un peu par le ZTNA, ce qui remplace ou ce qui remplacera éventuellement une simple connexion VPN vers un environnement de bureau. Donc, la première partie, c'est de savoir qui est sur le réseau. Donc, évidemment, une des pierres importantes d'un service efficace, c'est de savoir qui est l'usager, qui utilise les applications ou les différents morceaux dans un réseau. On doit donc savoir qui est l'utilisateur et ensuite, on doit pouvoir le catégoriser. Donc, non seulement savoir son nom, son mot de passe et de confirmer par un mécanisme de deuxième validation comme un token, à savoir si c'est la bonne personne, mais on doit aussi pouvoir catégoriser cette personne-là. Donc, est-ce que c'est un employé? Est-ce que c'est un visiteur? Est-ce que c'est un partenaire? Est-ce que c'est un manufacturier? Qu'est-ce qu'ils ont, selon leur rôle et leur personne même, à quoi doivent-ils avoir accès pour pouvoir accomplir leur tâche ou la raison de pourquoi ils sont là ou pourquoi ils se connectent en utilisant une politique de moindre accès, c'est-à-dire vraiment strictement les applications et les morceaux, les composantes complètement nécessaires à la définition de leur travail, soit cette journée-là ou en général dans l'entreprise. Et la façon justement de pouvoir identifier ces gens-là, un des produits qui est très utilisé là, pour cette méthode-là, c'est le Forti Authenticator, qui est un peu la clé, le symbole, c'est une clé, c'est vraiment l'élément qui permet d'aller faire plusieurs validations et de laisser tous les différents éléments communiquer ensemble pour compléter là, la validation et permettre l'accès à différents morceaux. Par exemple, le Forti Authenticator est souvent relié à un Active Directory ou une base de données dynamique que l'entreprise elle-même garde avec une liste des employés actifs et les mots de passe qui sont associés avec ces employés actifs-là. Donc, le Forti Authenticator, lui, par LDAP ou d'autres mécanismes, doit aller valider l'information dans une base de données qui est à jour. Évidemment, ça permet tout plein d'autres services comme validation de certificats ou de faire du single sign-on et de pouvoir s'interconnecter à différents autres machines qui pourraient servir aussi d'authentification. Après ça, on peut évidemment donner accès à différents morceaux basés sur leur rôle et permettre l'accès aux applications, aux employés qui ont
des droits qui ont été énumérés ou déterminés par ces mécanismes-là. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui est sur le réseau ou quels sont les éléments qui composent notre réseau. Et ici, justement, pour le Network Access Control, on parle du Fortinac, qui est le produit de Fortinet qui est capable justement d'aider cette catégorie-là. Le Fortinac fait plusieurs choses, mais entre autres, par plusieurs mécanismes techniques, est capable d'aller chercher de l'information de tous les éléments. Là, on parle de SNMP, Radius, Syslog, API. Donc, aller chercher même de façon relativement passive et transparente des éléments. Par exemple, il peut remonter par une switch en SNMP tout ce qui est connecté à une switch et prendre cette information-là dans le Fortinac. Ensuite, il va être utilisé de façon centralisée. Donc, on n'a pas besoin nécessairement de déployer un Fortinac à tous les endroits. Il est capable d'aller chercher, reconnaître tous les morceaux qui peuvent entourer un réseau et aller chercher de l'information, non seulement des composantes et des éléments qui sont des produits de Fortinet, comme des FortiGate, des FortiSwitch, Fortisiem ou des choses comme ça, mais il peut aller aussi chercher des éléments sur plusieurs autres vendors. C'est vraiment vendor agnostique, donc capable de travailler, d'aller chercher de l'information très pertinente pour toutes sortes de manufacturiers. Ça offre justement la visibilité. Ça permet de faire du profiling, c'est-à-dire que si c'est une caméra, la caméra qui se fait reconnaître peut tomber dans un profil de caméra. Et basé sur ce profil-là, ensuite, on peut utiliser ça pour aller prendre action par rapport au profil qu'on a déterminé. C'est un téléphone qui s'est branché, évidemment, il va aller se brancher dans le Voice VLAN, il va avoir accès au PBX, il ne va pas avoir accès à la base de données ou au logiciel comptable. Donc, plusieurs choses peuvent être aussi automatisées. Capable de dynamiquement, justement, faire de la microsegmentation pour pouvoir arriver aux fins que j'expliquais. Et est capable de continuellement porter des actions automatisées qui permettent d'orchestrer un peu la façon que le réseau se comporte et où est-ce que les éléments tombent et quels sont leurs droits et vraiment de reconnaître tout et tout le monde qui se trouve sur le réseau. Comment on fait du profiling, mais de façon continuelle? C'est-à-dire que justement, ici un exemple, là, on a une imprimante qui se connecte au réseau. Le fait que ça soit une MAC adresse reconnue de Brother ou de peu importe la marque d'imprimante, il y a une trappe qui fait un trigger vers le Fortinac. Le Fortinac prend ça, le profile comme étant une imprimante, envoie l'information par les interconnexions de la Security Fabric vers le gate ou vers les autres éléments pour pouvoir non seulement le catégoriser, mais pour pouvoir prendre action basée sur cette catégorie-là. Donc, donner des accès à cette imprimante-là aux différents éléments ou logiciels ou bases de données sur lesquelles elle doit avoir accès pour correctement fonctionner dans le réseau, mais sans plus. Et on peut aussi utiliser le NAC pour se protéger, donc avec certains autres mécanismes. Donc, justement, quelqu'un arrive avec un laptop personnel qui, son fils, j'ai été sur un site douteux la veille et qu'il y a un virus malheureusement sur le laptop. Le firewall Fortinet, par exemple, pourrait reconnaître qu'il y a une menace ou un virus infecté sur le laptop, envoie cette information-là au NAC et le NAC, lui, peut parler directement à une switch pour aller mettre en quarantaine, mais directement au port de la switch pour limiter vraiment ou réduire la surface de contact que ce laptop-là peut avoir. Le Work from Anywhere, WFA, donc on parlait de télétravail pas si longtemps. Évidemment, maintenant, les employés se retrouvent un peu partout dans le monde. La migration ou la tendance a fait que beaucoup de gens peuvent se déplacer. Donc, il y a définitivement des besoins reliés à la sécurité ou la cybersécurité qui rentrent en compte quand on se met à avoir des employés qui sont partout dans le monde. Si on prend un usager quelconque, on parle ici aussi du produit FortiClient,
qui est une application qu'on installe sur un poste de travail, comme par exemple un laptop d'employé. Et il y a une notion de on-net, off-net. Donc, est-ce que le client se retrouve dans son bureau, dans un autre bureau, au siège social, dans un branch office? Est-ce qu'il travaille de chez lui? Est-ce qu'il travaille de l'hôtel? Et il va pouvoir remonter cette information-là, évidemment, à la fabrique, donc pouvoir utiliser les informations qui sont recueillies par le FortiClient. Exemple, une posture de sécurité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un antivirus sur le laptop, est-ce qu'il est à jour, est-ce qu'il y a une application qui n'est pas patchée, qui a une brèche reconnue dans le monde, qui pourrait être une vulnérabilité. Après ça, évidemment, directement sur le FortiClient, on peut appliquer certaines politiques de sécurité qui normalement sont retrouvées sur des firewalls, comme par exemple le web filtering et application control, des choses comme ça qui pourraient être appliquées directement sur le poste de travail, qu'il soit en arrière ou pas, ou qu'il y ait un VPN monté ou pas. Vraiment, l'application elle-même peut être utilisée pour plusieurs choses de protection. Et évidemment, le remote access qui était un peu la base du produit, c'est-à-dire pouvoir établir des tunnels ou une connexion privée encryptée vers d'autres plateformes, d'autres applications, d'autres environnements. Et l'application, les différentes, dans le fond, accès au network. Il y a maintenant la façon, dans le fond, que le FortiGate gère la connectivité vers les différentes applications. Quand on parlait un peu de mouvement vers le cloud, mais de façon hybride, évidemment, un employé qui soit dans le bureau ou chez lui ou peu importe, doit accéder à tellement maintenant d'applications ou de destinations finales sans savoir nécessairement où ces applications finales-là sont. Ça, on n'a pas besoin de le savoir pour que ça soit fonctionnel. Donc, que ça soit au siège social, dans un data center, que ça soit dans un cloud public, dans un cloud privé ou localement sur un serveur quelque part. Donc, ça permet de servir de proxy, si on veut, entre l'employé et les différents morceaux auxquels il doit pouvoir se brancher. Il y a un peu une migration. C'est pas une grosse migration, mais c'est un peu un changement, si on veut, de perception ou de mécanisme de connexion. Avant, on utilisait, par exemple, l'identité and access management, comme par exemple FortiAuthenticator, des tokens pour connaître la personne. Pardon. Ensuite, on avait les tunnels VPN pour pouvoir se connecter vers une entreprise. C'est ce morceau-là qui est un peu en changement ou qui tente d'être changé par le ZTNA. Et ensuite, on contrôlait les accès et les devices qui veulent utiliser pour accéder aux différents morceaux. Pardon. Et ce qui modifie un peu avec les nouvelles versions de code, là, quand on était avant 2021 ou passé 7.0 avec Fortinet, on change un peu le morceau du milieu, qui est les tunnels VPN, vers ce qu'on appelle les Zero Trust Network Access, les ZTNA, qui sont plus transparents qu'un tunnel VPN vers un endroit ou plusieurs tunnels. Donc, c'est vraiment par application. Est-ce qu'on doit accéder à une ou l'autre des applications? Donc, c'est un concept qui est plus granulaire et plus multi-plateforme, multi-cloud, multi-destination comme connexion privée. Alors, justement, on peut parler un peu de l'évolution de ces traditionnels VPN-là vers le ZTNA. Donc, avant, un client qui était off-network établissait un tunnel VPN vers un firewall qui était, par exemple, au bureau. Et le firewall, lui, était directement connecté à un data center ou avec une ferme de serveurs avec les applications qui se retrouvaient soit à l'intérieur. Ensuite, certaines de ces applications-là ont bougé vers le cloud, mais on avait quand même un tunnel VPN qui se rendait au siège social pour pouvoir accéder par Internet, mais à travers le bureau, à travers le firewall du bureau pour pouvoir y accéder.
Donc, même si on devait accéder au cloud, on passait par le data center. Et le ZTNA, maintenant, justement, permet de scinder ça et pas nécessairement, c'est un peu du split tunneling, donc pas nécessairement tout transigé par le data center, par un firewall. Il y aura une décision qui est prise, qu'il soit dans le réseau ou hors du réseau, d'aller directement vers l'application, vers le SaaS, vers le cloud provider ou vers l'application legacy qui est sur un serveur qui se trouve encore au data center. Et la différence en bas, on peut remarquer que du côté gauche, on parle d'un one-time trust check. Donc, on vérifie l'identité, on demande le token, le jeton. Une fois que la validation est faite, il y a accès au réseau en entier. Puis, c'est des règles qui sont générales à tout le monde. De l'autre côté, on parle de Continuous Trust Check. Ça veut dire que oui, il faut s'identifier, oui, il faut rentrer un token, mais ensuite, cette validation-là est continue à savoir s'il y a des changements qui ont été apportés afin de rechallenger l'identité de la personne qui est connectée. Et on accède à des applications spécifiques et à leur destination. Et évidemment, on utilise l'employé, son nom, son rôle et ses raisons pour baser les règles de sécurité, mais d'un point de vue contextuel à ce que la personne est, dans quel groupe elle est et qu'est-ce qu'elle essaie de faire. L'évolution de la sécurité, justement, on parle du network access en haut, donc les VPN qui potentiellement maintenant éventuellement seraient basés sur des certificats dans certains cas ou avec des clés USB ou avec d'autres mécanismes là, qui sont en développement. L'accès au network et le contrôle d'accès par le NAC et le FortiClient, par exemple, sur un poste. Ensuite, on a la sécurité des usagers, donc l'authenticator pour aller valider l'employé, le token et la nouvelle catégorie, justement, le passwordless, qui sera probablement plus largement adopté dans le futur. On parle aussi de protection de poste. Les EPP standards, par exemple, un antivirus traditionnel va surtout se baser sur des signatures. On peut pousser aussi pour aller voir le EDR, pour aller chercher plus du comportemental. Une signature va se fier sur des éléments qui sont bien connus de l'industrie. Un virus qui est bien connu de l'industrie avec une signature claire et reconnue comme étant malveillante et qui peut être facilement écartée. Le EDR, lui, ce qu'il va faire, c'est plus aller réfléchir à des comportements. C'est-à-dire que potentiellement une action qui, à la base, semble légitime et qui, 99,9% du temps, est légitime, mais si cette action légitime-là est faite 6 fois dans tant de secondes, tout d'un coup, ça devient louche et ça mérite d'être enquêté un peu plus. Donc, c'est 6 actions légitimes, 6 actions qui traverseraient des signatures et qui se le feraient laisser passer par des firewalls et des antivirus, mais qui, combinées ensemble, ça ne fait pas de sens. Donc, c'est des patterns ou des playbooks ou des choses comme ça qui vont être reconnus par des mécanismes de protection de poste plus avancés comme des EDR. Et XDR, c'est une plateforme plus évoluée qui englobe plus que juste le poste de travail et qui permet justement un peu le même contexte de EDR, mais en plus en ajoutant d'autres éléments à tout ça. Et tout ça combiné, c'est là qu'on retrouve notre Zero Trust Access. L'évolution des tunnels VPN, justement, j'en ai parlé un peu, je vais passer rapidement, c'est-à-dire que c'est la vérification continuelle et que c'est aussi vérifié par session, donc il y a des checks qui sont faits pour vérifier l'identité beaucoup plus fréquemment. Et évidemment aussi, on regarde la posture du poste de travail qui est utilisé pour établir la session. Donc, justement, c'est quelle version? Est-ce que l'antivirus est à jour? Est-ce que c'est le bon modèle? Est-ce que c'est la bonne version? Et on fait aussi un scan des applications qui peut se retrouver sur un poste de travail pour aller vérifier, voir s'il n'y a pas des vulnérabilités connues sur une application ou quelque chose qui roule en background là, qui pourrait être éventuellement problématique. Ça nous donne beaucoup plus de contrôle granulaire, donc on peut être très, très spécifique dans ce qu'on permet ou ce qu'on ne permet pas à un employé. Et aussi, ça permet
d'être plus grand, plus large. Donc, on n'a pas besoin de converger, disons, vers un endroit spécifique et de potentiellement nuire là, à la capacité réseau parce que trop de gens passent par la même place. On a besoin de toute façon d'accéder à tout plein d'environnements ou de destinations différentes. Donc, c'est plus facile de séparer tout ça. Et pour l'utilisateur, bien évidemment qu'il n'y a pas nécessairement à monter des tunnels manuellement. En accédant à une application, bien, un tunnel temporaire vers une destination spécifique va se monter de façon transparente et potentiellement avec le single sign-on ou avec d'autres mécanismes, ne pas demander de mot de passe à outrance. Alors voilà un petit résumé peut-être de ce qu'on a vu. Je vais le passer rapidement parce que c'est toutes les mêmes choses. Donc vraiment les grands business drivers sont le work from everywhere, la migration dynamique vers les clouds, mais pas nécessairement tout d'un coup. Donc on a des applications qui se retrouvent à être hostées partout en même temps. Et de plus en plus d'attaques de ransomware. Là, on en voit dans les nouvelles un peu partout et tout le temps. Donc, tout ce concept de Zero Trust Network Access réduit drastiquement là, la surface d'attaque qui est capable d'être utilisée par ces personnes, ces groupes malveillants-là pour attaquer l'entreprise dans laquelle on travaille. Donc, justement, Work from Everywhere, ben, on peut accéder aux différentes applications et la notion à savoir si on est dans le bureau ou à l'extérieur du bureau devient complètement inexistante, c'est-à-dire qu'on a les mêmes performances, on a les mêmes droits, les mêmes accès, les mêmes applications. C'est capable d'automatiquement créer des tunnels pour les applications. Si on est dans le bureau, on est en arrière d'un firewall, mais il y a quand même un lien à faire vers une application SaaS ou cloud. Ça supporte le single sign-on pour justement éviter un peu ce qu'on appelle la fatigue de l'utilisateur. S'il y a 100 mots de passe à retenir puis aller rentrer tous les jours, tout le temps, dans chaque clic, qu'après 3 minutes, il est délogué automatiquement, ben, ça finit par agacer un peu les employés, ralentir leur productivité. Et on n'a pas besoin, ou les entreprises, ou on n'a pas besoin de savoir les applications sont même hostées où, viennent de où, on se connecte vers où. Les systèmes le font par eux-mêmes. L'immigration, comme je disais, ben, de façon hybride, ben, ça nous fait créer beaucoup de chemins pour pouvoir arriver à destination voulue et on est capable de faire des modifications à des groupes au complet en même temps. Donc, ça facilite un peu les gens qui gèrent ces connectivité-là. Et réduire la surface d'attaque, ben là, ça résume un peu tous les morceaux qu'on a énumérés aujourd'hui, c'est-à-dire que tous ces morceaux-là combinés servent à drastiquement réduire les points d'accès, les points d'entrée ou la surface d'attaque qui pourrait servir à des gens mal intentionnés à percer la défense, si on veut. Et voilà, le Zero Trust Network Access. Savoir et contrôler tout ce qui se passe sur notre réseau. Donc, ça implique, un peu comme dans le graphique ici, tellement de différents morceaux sur une sécurité et une réalité qui évolue et qui se modifie là, de jour en jour. Donc, il faut être prêt à adopter le changement et de l'embrasser. Donc, voici, je vais laisser un peu de temps et de ce qui reste là pour passer à une période de questions. Donc, n'hésitez pas, là, il y a un Q&A, là, une section où est-ce que vous pouvez aller poser des questions et je vais être ici pour répondre à vos questions. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Merci Guillaume pour cette présentation. Donc maintenant, nous allons passer aux questions. On va commencer par, est-ce que la méthode ZTNA est compatible avec le modèle SaaS? Absolument. En fait, une des autres tendances qui est très populaire aujourd'hui, on parle de SASE, c'est-à-dire que de sécurité, si on veut, de façon hébergée dans le cloud. Les firewalls ne sont plus physiques au bureau et on passe par une sécurité centralisée vers un cloud qui héberge cette sécurité-là. Donc, on n'est plus nécessairement directement connecté avec nos IP vers
l'Internet, on se connecte vers une instance centralisée comme le SASE. Et le ZTNA est tout à fait complémentaire, sinon essentiel au bon fonctionnement de ce type de solution-là. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir contrôler justement l'identité, l'accès, et on veut pouvoir aussi réglementer ou bien segmenter quel type d'application est accessible par quel employé, dans quel contexte, selon les heures, selon leur rôle, selon leur travail. Donc, évidemment, ça fait partie intégrante d'une solution SASE fonctionnelle et bonne. C'est d'avoir effectivement tous les éléments qu'on a mentionnés aujourd'hui sur le ZTNA. Excellent. J'ai une autre question, c'est que pensez-vous des tunnels VPN vers des instances cloud, par exemple Google Compute Engine, Azure ou AWS? Ben, les tunnels VPN sont encore une solution là, très, très utile. C'est-à-dire que si, par exemple, dans ces cloud providers-là, qui sont des clouds publics, il y a plusieurs applications qui sont installées sur des serveurs qui nous sont, si on veut, entre guillemets, loués par ces cloud providers-là, mais on se retrouve quand même à avoir des applications qui sont nos applications sur ces serveurs-là et que les employés doivent accéder. Donc, évidemment, c'est pratique d'avoir, par exemple, un FortiGate virtuel qui serait installé aussi sur cette instance-là pour pouvoir aller justement donner et contrôler que tout ce qui se retrouve de l'autre côté ou dans le cloud fasse partie de la sécurité Fabric et puisse être segmenté, contrôlé et accédé là, de façon sécuritaire par tous les employés qui doivent passer par là. Donc, le tunnel VPN, qui à ce moment-là serait un seul tunnel VPN qui va donner accès après ça, potentiellement accès, selon le contexte, aux différentes applications qui sont hostées là-bas. C'est quelque chose de très bien. Excellent. Est-ce que le ZTNA est utile si aucune application n'est cloud? Absolument. En fait, le ZTNA, le concept, c'est vraiment d'avoir ce qu'on ajoute de plus important, en fait, c'est le posture check, entre autres, c'est-à-dire qu'on est capable d'évaluer le contrôle ou l'outil qui est utilisé, par exemple, le laptop, par un employé. Donc, savoir si l'outil est à jour et si l'outil comporte des risques ou après ça, est-ce que l'outil ou l'employé tente d'accéder à des applications qui sont SaaS, par exemple Salesforce, aller voir des courriels qui sont cloud, par exemple Office 365, ou accéder à des applications maison sur un serveur qui est au bureau. Dans tous les cas, les éléments contenus dans la solution ZTNA permettent de valider l'identité de l'employé, segmenter et contrôler l'accès de quels éléments il a besoin. Donc, on parlait de services hybrides, là, certaines applications on-prem, certaines applications cloud. C'est le contexte ou la réalité de la majorité des entreprises aujourd'hui. Mais même si c'était 100% cloud ou même si c'était 100% on-prem, tous les éléments contenus dans la validation de l'employé et la segmentation, donc l'accès limité aux morceaux nécessaires, que l'application soit d'un côté ou de l'autre, 50-50 ou 100% d'un côté ou de l'autre, le contexte et la réalité amenée par ces produits-là sont toujours les mêmes. Excellent. J'ai une question un peu plus longue, donc je vais essayer de la résumer. J'ai quelqu'un qui dit qu'il a des produits Fortinet et ils utilisent FortiClient pour leurs usagers qui travaillent à l'extérieur. Ils utilisent principalement des appareils pour se connecter à leur réseau. Donc, il aimerait bien savoir ce que concrètement Fortinet pourrait offrir comme produit pour sécuriser ses postes externes. Ben, le FortiClient, c'est un élément clé et essentiel dans la solution ZTNA. Donc, le FortiClient, c'est le produit de Fortinet qui est une application pour justement créer, à la base, là, créer un tunnel pour se connecter vers un environnement une infrastructure à distance, disons. Mais le FortiClient a beaucoup d'utilités ajoutées sur ça. Donc, le FortiClient lui-même aussi est un antivirus. Le FortiClient permet de faire du contrôle, par exemple web filtering. Donc, c'est l'élément central avec le serveur qui se rattache, qu'on appelle le serveur EMS, qui permet de faire un contrôle centralisé des différents clients qui sont dans le champ, donc les différents employés. Et même, je vous dirais que le FortiClient, dans la solution ZTNA,
est utile si on est à distance parce qu'entre autres, bâtir un VPN, par exemple, vers une infrastructure ou ramène de l'information sur le poste de travail, mais de plus en plus, et le concept veut que ce client-là soit utilisé même si on est à l'intérieur du bureau, câblé, donc est capable de recueillir toute l'information essentielle d'un poste de travail. Donc, oui, effectivement, la base, c'est de monter un tunnel, mais vraiment, le but du produit FortiClient, c'est d'assurer une sécurité, participer avec la fabrique. Donc, évidemment, l'information qui est retirée ou sous-tirée est remontée vers un FortiGate en général et l'information est utilisée ensuite pour protéger le poste. Là. Donc, l'antivirus, le contrôle applicatif, le web filtering, tout ça par le même client. Donc, à base, une application pour faire un VPN, mais c'est le produit de protection de poste le plus versatile là, qui est chez Fortinet. Un bon produit. Une autre question dans le chat. Sur quels critères concrets peut-on identifier un device de façon unique? Il y a beaucoup de mécanismes. Ça dépend toujours. Évidemment, les switches ou les éléments qui vont utiliser, ça dépend qu'est-ce qu'on cherche à avoir. Des fois, c'est des MAC adresses. Des fois, c'est des éléments qui vont être remontés et reconnus par les switches ou les routeurs. Et tous ces éléments-là, SNMP ou autres, vont remonter vers les FortiGate, être analysés et peuvent être catégorisés selon l'information qui est reçue par les éléments les morceaux de Network Access Control, donc le NAC, qui, lui, a été designé et bâti pour aller chercher l'information de ces éléments-là pour pouvoir les catégoriser ensuite. Donc, c'est pas inline, c'est vraiment de l'information qui est prise, c'est pas intrusif non plus comme mécanisme, mais c'est capable de reconnaître une panoplie de produits qui seraient disponibles ou qui composeraient un réseau. Parfait. Je regarde le temps, c'est bon, je vais encore en prendre une dernière. Est-ce que tu pourrais nous rappeler quelle est la différence entre le ZTNA et le VPN traditionnel? Ben, comme je le mentionnais, en fait, la différence, il y en a plusieurs, mais la principale, c'est vraiment l'identification de posture de sécurité. Donc, c'est aller chercher des éléments sur le poste de travail, à savoir, on peut mettre par des tags qu'on appelle, donc vérifier l'état de santé justement du laptop ou aller vérifier des conformités qu'on peut prévoir. Par exemple, on peut dire l'employé ne pourra pas se connecter à une application si on retrouve la présence d'un fichier sur son PC ou si son antivirus n'est pas à jour ou s'il n'a pas d'antivirus. Donc, l'utilisation des autres morceaux et de viser des applications directement aussi pour s'y connecter sont les principales différences en, disons, établir un tunnel. Une fois que le tunnel est établi, ben, le réseau aussi va donner, et même quand on fait des règles de sécurité, on fait des règles de sécurité qui disent ben, tout le monde qui arrive par le VPN vers la destination. Et si on change cette règle de sécurité-là, ben, ça s'applique à tous les utilisateurs qui entrent par ce VPN-là. Contrairement à ce qui est dans le ZTNA. Donc, il va y avoir un contexte d'utiliser. Donc, ce n'est pas tout le monde qui arrive par le VPN. C'est cette personne-là qui arrive par le VPN qui fait partie du département de marketing et qui doit utiliser donc telle et telle application selon son rôle, son niveau hiérarchique ou son contexte personnel dans l'entreprise. Donc, c'est pousser beaucoup plus loin la posture de sécurité et les éléments de contrôle afin de donner un accès sans perte de performance ou sans distinction pour l'utilisateur, mais en fermant le risque ou en réduisant le risque au maximum dans le réseau client. Excellent. Mais merci beaucoup en tout cas pour ton temps, pour les réponses à ces questions. Puis, eh bien, merci beaucoup pour avoir assisté à cette présentation, puis restez avec nous. Il y a d'autres conférences qui s'en viennent. Au revoir. Merci à tous.